voyager avec le pôle international de management. On va retourner un peu en arrière, on va parler histoire avec le département histoire. J'accueille Thomas VC, est-ce que je prononce bien? Oui, oui, très bien. Ouais. Parfait. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes chargé du département histoire. Alors moi, je suis responsable de la licence d'histoire, et donc je vais pouvoir parler pour l'histoire à l'université. On apprend quoi dans cette licence histoire? Première question, est-ce que c'est des cours d'histoire comme on a connu au collège, au lycée, avec son petit manuel? Alors, il y a de la continuité parce qu'effectivement, on ne va pas révolutionner, on ne change pas fondamentalement. En revanche, ce qui change, c'est qu'en fait, on va chaque année traiter des 4 périodes historiques, à la fois en cours magistral, donc en fait en format court un peu classique, et à la fois dans les TD, donc pour apprendre toutes les méthodes qui relèvent du métier d'historien, en tout cas de la pratique historienne, critique des sources, critique des documents. Après aussi tout ce qui est les exercices type commentaire document, dissertation. Donc voilà, il y a les deux. Donc c'est à la fois une forme de continuité, mais en même temps, voilà, l'idée c'est de basculer aussi vers l'idée de faire de l'histoire et donc pas juste entre guillemets de recevoir un cours délivré comme ça. Concrètement, ça se passe comment ces cours, notamment en première année? On va vraiment essayer de mettre en contexte les premières années qui vont vous rejoindre en septembre. Comment tout ça se met en place? Donc en fait, on a une organisation donc, de cours qui est en cours magistral, travaux dirigés, avec une majorité de travaux dirigés, donc en petits effectifs. En cours magistral, donc l'idée c'est un cours effectivement, donc on a sur l'histoire est découpée en 4 périodes. On a donc histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine. Chaque semestre, on fait 2 de ces 4 périodes, donc ça on tourne. Et ensuite, à ce cours magistral est associé un TD, donc travaux dirigés, dans lequel effectivement on va reprendre des points de méthode. On va prendre le temps de préciser, de représenter un exemple spécifique, de travailler sur un type de document. Donc voilà, plutôt faire de la méthodologie, répondre aussi aux questions pour permettre les échanges avec les étudiantes et les étudiants. Donc voilà, c'est sur 2 formats-là, CM, TD, qui sont relativement traditionnels dans les universités. Alors, les travaux dirigés en sciences, on peut imaginer à quoi ça ressemble. Mais des travaux dirigés en histoire, peut-être, si vous avez l'occasion de prendre un exemple, ça sera très parlant pour une première année. Mais l'idée, c'est en fait de travailler comme un historien. En fait, on vous fournit par exemple un document, et donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour travailler sur un document? Qu'est-ce qu'on fait pour savoir si le document est authentique, pas authentique? Une fois qu'on a authentifié le document, voilà, comment est-ce qu'on peut commenter le document? Quel regard critique on doit porter par rapport à ce document, voilà, quel recul on doit avoir avec ce document, parce qu'en fait, aucun document n'est neutre, et donc voilà, l'idée c'est de travailler à ça, et ensuite après effectivement d'expliciter tous les éléments qui sont potentiellement qui méritent d'être expliqués, parce que voilà, avec notre regard contemporain, on n'a pas les éléments qui permettent de comprendre ce document précis. Ça veut dire que sur ces cours très pratiques, ça ne va pas forcément être les dates, les hommes que l'on étudie qui sont importants, ça va au-delà. Alors les dates, il faut un peu de date en histoire, on va pas se mentir non plus. Voilà, il y a quelques dates. Après, par rapport à l'image qu'on peut avoir, je pense, de l'histoire, en fait, on est beaucoup moins à cheval sur les dates que ce qu'on peut imaginer. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'être capable de prendre ce recul par rapport au texte, par rapport au document, avoir ce regard critique, essayer de comprendre, voilà, le document est situé, et d'être capable de comprendre, voilà, il est situé comment, qu'est-ce qui permet d'expliquer que le document va expliquer telle ou telle chose de cette manière-là. Donc c'est plutôt ça, voilà, qui va nous intéresser nous. Au-delà de questions biographiques, alors, il y en a un petit peu parce que voilà, ça fait partie des connaissances à avoir, mais il n'y a pas, voilà, on n'a pas des interrogations de dates ou des listes de dates à apprendre, non, pas ça du tout. On quitte les petites salles de cours pratiques pour aller jusqu'à l'amphi. Ils font quelle taille ces amphis en première année, et puis qu'est-ce qui est enseigné dans ces amphis? Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, quand on parle d'amphi ou d'université, en fait, on a souvent des représentations qui sont un peu anciennes. Au Havre, on est dans une petite université, ce qui fait qu'en fait, en amphi, c'est un amphi de 150 personnes à peu près en première année, donc ce qui est un petit amphi. Après, dans les groupes de travaux dirigés, en fonction des groupes, on peut être entre 20 à 30, donc on est paradoxalement souvent moins que ce qu'on est dans une classe de terminale. Et donc dans cet amphi, voilà, là pour le coup, c'est un cours. Donc en fait, l'enseignant va venir donner un certain nombre d'éléments factuels, de compréhension. Là, c'est le moment où ça ressemble peut-être le plus à ce qu'on a connu au collège et au lycée. L'idée étant en fait de fournir, voilà, la base nécessaire pour ensuite pouvoir travailler correctement en travaux dirigés ou par soi-même. On a parlé de la forme de continuité de ces amphis. Quelle relation se met en place notamment en première année? On sait que la fac d'histoire est souvent une fac très demandée par les étudiants. Est-ce que le professeur va connaître l'étudiant ou les étudiants qu'il a en face de lui? Alors en TD, oui, puisqu'en fait c'est des petits effectifs. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, le Havre étant une petite université, c'est ça l'intérêt, en fait, la transition qui est intéressante notamment au Havre.
c'est vu que l'université n'est pas très grande, il n'y a pas 50 groupes de TD, donc en fait on connaît les étudiants. Moi je suis capable dans un couloir de héler tel ou tel étudiant parce que je sais que voilà, parce que je sais comment il s'appelle, je sais qu'il a eu tel cours et que dans tel cours il s'est passé ça. Donc c'est chose qu'on n'a pas dans une grande université pour le coup. Effectivement il y a une sorte d'anonymat. Au Havre non, on est trop petit pour pouvoir avoir cette anonymat là. Donc c'est ça qui change aussi et qui dans les représentations qu'on peut avoir à l'université, voilà, il y a aussi ça qui est très différent de ces représentations un peu héritées de il y a quelques années, mais c'est pas ça comme ça ici. Sur la manière de procéder, notamment au niveau de la notation, on sait que c'est toujours une question un peu angoissante, les premières notes qui tombent en université, comment tout ça s'organise? Alors à nouveau, on n'est pas du tout sur un partiel où on va jouer sa vie en fin de semestre, non, c'était il y a très longtemps. En fait on est en contrôle continu intégral, donc en fait c'est exactement le même système qu'en une classe de terminale, où en fait voilà, on a une série de notes, on fait des moyennes. C'est juste ça, donc il n'y a pas y a pas un coup près. En revanche, ce qu'on fait, parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage, c'est qu'il y a un exercice qui est fait justement en amphi, en format entre guillemets examen, voilà, pour avoir tout le décorum de ce qu'est un examen, parce que ça s'apprend aussi en fait de gérer la pression sur un temps limité, voilà, et donc on fait aussi un exercice comme ça, spécifiquement justement pour se préparer à ça, mais c'est pas la seule note, et on joue pas son semestre ou son année sur une note, sur un après-midi en 3 heures, non, pas du tout. Je suppose néanmoins, et vous avez le droit de me contredire, qu'il y a un degré d'exigence qui va augmenter par rapport à la terminale ou une manière de travailler peut-être un peu différente? Alors, ce qui change, c'est l'autonomie qui est délaissée aux étudiantes et aux étudiants, parce qu'effectivement, on va leur ramener un certain nombre de choses, mais l'idée, c'est qu'on va leur dire aussi, voilà, il y a, sur un cours, en fait, l'enseignant n'a pas le temps de tout dire, et donc, de fait, il y a du travail personnel, c'est-à-dire, déjà, reprendre ses notes, et deux, compléter, voilà, en passant à la bibliothèque universitaire, pour recompléter peut-être les 5-10 lignes qu'il faut, il faudrait aller en plus, voilà, pour justement bien comprendre, où l'enseignant dit voilà, j'ai pas le temps de le faire, donc vous chercherez telle chose parce que voilà, moi il faut que j'avance, et donc vous sur tel élément, voilà, il y a tel livre, vous pouvez les regarder, faites-vous un tout petit résumé, donc ça demande effectivement cette espèce de discipline là, mais qui s'apprend, hein, c'est normal, on ne peut pas l'exiger voilà, dès la L1 premier semestre, mais voilà, c'est ça qui change le plus, c'est que voilà, il y a plus de, entre guillemets, a priori de liberté, mais ça implique de la part des étudiants et des étudiants voilà, une plus grande autonomie et une plus grande de prise d'initiative dans leur propre travail. Ce réflexe d'aller chercher par soi-même, les étudiants l'acquièrent facilement, ou vous constatez quand même que des fois il faut interpeller l'étudiant dans le couloir? Non mais on leur rappelle régulièrement et en fait on fait en sorte aussi voilà, de proposer notamment en TD des exercices qui obligent à justement passer du temps en bibliothèque universitaire pour préparer les documents ou pour lire un article avant le cours. Donc ce qui permet voilà, de rappeler justement ces éléments-là qu'en fait à l'université le temps de présence il est moins important que dans d'autres formations. Mais justement la contrepartie c'est qu'en fait ce temps de présence il est moindre parce qu'on demande aux étudiantes et étudiants un investissement dans leur travail en autonomie. Au niveau des cours, on a montré globalement ce que vous attendiez. C'est histoire lundi, histoire mardi, histoire mercredi, histoire jeudi? Non, alors la particularité c'est qu'en fait à l'université au Havre en sciences humaines et sociales, c'est qu'en fait on a des parcours qui sont très mêlés. Donc en fait vous êtes inscrit dans une licence d'histoire et on vous demande de prendre une discipline de mineur. Alors par exemple en L1 c'est soit géographie aménagement, soit sociologie. L'idée, il y a deux idées. C'est un, vous ouvrir à une autre science humaine, parce que c'est important aussi de voir autre chose. Deux, c'est aussi permettre une réorientation facile. C'est-à-dire que si effectivement après soit même 3 semaines, soit un semestre, on s'aperçoit que finalement la sociologie qu'on découvre à l'université, ça nous plaît beaucoup, en fait on peut glisser entre la majeure et la mineure. Donc l'idée c'est de permettre aussi cette orientation-là, facilitant de ne pas perdre un an ou pas perdre un semestre. Et donc voilà, on ne fait pas que de l'histoire, on fait de l'histoire plus une autre discipline des mineurs. Et ensuite on fait aussi, comme tout étudiant, de l'anglais, et voilà, des éléments, des compétences transverses qui sont en fonction des semestres, en fonction des années. Au niveau de la formation de cette licence, c'est de la théorie avec la volonté d'enchaîner derrière sur un master potentiellement, ou il y a déjà un petit côté professionnalisant? Non, alors on est en licence donc, universitaire de sciences humaines, donc on est sur une licence type généraliste, et donc il n'y a pas de vocation professionnalisante. En revanche, on travaille avec les étudiants sur leur orientation, parce qu'il y a des cours dédiés, et on a aussi un stage obligatoire à faire avant la fin de licence, un stage de découverte professionnelle, donc justement pour une immersion, pour voilà, aller au-delà des représentations qu'on peut avoir de tel ou tel métier. Ce stage, non, pas de souci. Ce stage, c'est quoi? C'est pour forcément dans un collège en tant que prof d'histoire? Non. En fait, l'idée c'est de découvrir un métier. Donc alors effectivement une partie des promos se dirige vers le métier d'enseignement. Mais on a aussi beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui vont aller ensuite travailler dans le monde des archives, dans le monde de la culture,
au sens large, donc que ce soit musée, bibliothèque, etc., etc. Et donc l'objectif, c'est de pousser l'étudiant en fait, voilà, à voir un métier concrètement et donc d'aller au-delà de l'image qu'ils peuvent s'en faire. Et même en fait, par exemple, pour reprendre l'exemple des enseignants, hein, tout le monde a été élève, donc en fait, tout le monde se fait une image, tout le monde pense connaître ce que c'est, sauf qu'en fait, vous avez vu qu'une partie du métier. Et donc l'idée, c'est là justement, en passant du temps dans l'établissement, de voir qu'un établissement, il n'y a pas que des enseignants. Et de voir aussi derrière, voilà, qu'est-ce que fait l'enseignant, il ne passe pas sa vie en cours non plus. Et donc voilà, c'est vraiment de permettre aux étudiants de se projeter pour savoir soit si ça leur plaît, soit au contraire si ça leur plaît pas, donc justement pour pouvoir se réorienter en fonction de ce stage. Les étudiants sont surpris les premières années que vous avez eues, les années précédentes, de ce qu'ils découvrent dans cette fac d'histoire. Mais je pense qu'ils découvrent pas mal de choses parce qu'en fait, ils ont toujours l'impression en fait, d'avoir déjà entendu parler. Oui, on a déjà fait l'histoire du XXe siècle. Oui, bien sûr, oui. Mais là, on va le faire vraiment, entre guillemets. Et on va le faire aussi en vous montrant, par exemple, que sur certains événements, il y a des interprétations différentes. Et donc, on va aussi aller présenter ce genre de choses. Dire, voilà, sur telle source, voilà, il y a tel problème qui se pose. Et donc, en fait, on peut tirer deux conclusions un peu différentes. Ou voilà, là, il y a des débats entre historiens sur pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ci ou comme ça. Et donc, on va aussi présenter ce genre de choses pour justement comprendre que voilà, il n'y a pas de vérité révélée. Et donc, voilà, c'est aussi ça le travail de l'historien. Et donc, il y a aussi une part voilà, de discussion autour de ce qu'on peut, comment interpréter les événements. Il y a un profil prédéfini de lycéens adapté à cette formation? Non, alors la seule chose en revanche, qui n'est pas un prérequis, mais il y a quand même deux qualités ou deux éléments, c'est il faut une forme de curiosité intellectuelle, parce que voilà, ça marche aussi comme ça. Et il y a un deuxième élément qui est, voilà, c'est qu'en fait, si on est allergique à la lecture, on va être malheureux. Parce qu'effectivement, il faut lire. Mais on apprend aussi à lire, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on travaille aussi, mais clairement, si effectivement lire 5 pages, ça vous donne des boutons, ouais, ça risque de passer une mauvaise année. En revanche, si vous n'êtes pas rétif à la lecture, mais voilà, vous pas forcément, on ne vous demande pas de lire des ouvrages, voilà, on ne vous demande pas un pavé de 500 pages, mais voilà, si cette idée de la question de la lecture, c'est quand même quelque chose qui est important, et la question de la curiosité intellectuelle. Je suis obligé de vous provoquer un petit peu, on est en 2026, si je n'aime pas lire, ChatGPT ou Gemini le fera à ma place. Alors oui, mais le problème c'est que l'histoire justement a un rapport très particulier à l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, elle vous donne ce qui est statistiquement probable. Nous on travaille sur ce qui s'est passé. Et c'est pas une probabilité ce qui s'est passé. Et donc en fait, on a souvent, et alors on discute régulièrement avec les collègues, c'est qu'en fait on est capable des fois de s'engueuler entre guillemets des IA, parce que les IA nous disent sur des événements historiques, et en fait c'est pas passé comme ça. Donc voilà, il y a un vrai enjeu là sur la question du rapport à la source et de la question de la vérité, c'est que nous voilà, on n'est pas là pour faire du statistiquement probable, ça s'est passé comme ci ou comme ça, mais pas c'est probable que ça se soit passé comme ça. L'intelligence artificielle, petite question annexe, mais du coup vous l'appréhendez alors oui, dans la formation? on présente en fait, alors il y a des modules de sensibilisation, alors à la fois pour comprendre ce que c'est, parce qu'en fait c'est des IA qui sont entraînés sur des corpus, donc voilà, il y a potentiellement des biais, et notamment en histoire, on s'est aperçu que les IA, compte tenu des corpus sur lesquels elles avaient été entraînées, du fait qu'elles avaient un accès à Internet, par exemple elles ont des biais négationnistes, et donc voilà, c'est des choses qu'on prévenir les étudiants sur ce type de biais, et aussi voilà, leur montrer ce qu'on peut faire potentiellement avec une IA à la fois pour soi, ou même ce qu'on peut faire en histoire, parce qu'il y a des choses en termes de recherche en histoire qui sont fantastiques à faire avec les IA, parce que les IA permettent de brasser des données extrêmement importantes, même à faire de rapprochements entre des sources, des cartes qu'on n'aurait pas forcément, qu'un esprit humain n'aurait pas forcément. Et donc voilà, il y a un vrai enjeu d'appréhension de l'outil, mais voilà, en ayant bien conscience aussi potentiellement d'un certain nombre de biais possibles, donc ça fait partie des formations qui sont dispensées. Alors ce live il est vieux que de 1h30, mais on a une tradition historique, c'est d'accorder à notre invité un mot de la fin. Quel serait-il? Non, mais en fait, voilà, il faut se déprendre des représentations qu'on peut avoir à l'université. Parce qu'effectivement, quand on discute avec les étudiants qui viennent dans les journées portes ouvertes, des fois, effectivement, il y a des stéréotypes hérités de l'université que leurs parents ont suivi il y a une vingtaine d'années. Et c'est plus du tout la même université, surtout ici, voilà, où c'est une petite université et où, pour le coup, il n'y a pas du tout cette idée du je suis quelqu'un, je suis un anonyme parmi les anonymes. Voilà, non, il n'y a pas ça ici. Parfait. Merci Thomas Vessé. Merci beaucoup. On vous retrouve sur le site Le Bon. Ouais, merci. Merci à vous. Bonne soirée.